14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Tu veux ou tu veux pas? C'est une chanson qui date des années 70, qui a été créée par un chanteur que peu d'entre vous sans doute connaissent encore et qui s'appelait Zanini. Mais elle a été reprise ensuite par Brigitte Bardot et récemment j'ai eu l'occasion de l'entendre. J'ai trouvé que les paroles étaient assez intéressantes à l'heure où on ne cesse de parler de consentement. Alors je vais vous donner quelques paroles, écoutez bien. Hein. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ça ou comme si. Et tu veux ou tu veux pas la vie, enfin, etc., etc. Je vais pas vous chanter toute la chanson. Et c'est vrai que dans la vie, les rapports de séduction entre les hommes et les femmes sont complexes et il serait peut-être temps de mieux comprendre ce qui se joue entre eux et afin qu'il n'y ait peut-être plus de cette fameuse zone d'ombre, terme qu'on entend également énormément en ce moment et qui là encore est assez subjectif. Alors pour aborder ce thème délicat, il me fallait un invité capable d'en parler avec un peu de recul, et donc c'est Philippe Breneau qui a beaucoup écrit sur les hommes et sur les femmes, et on va parler donc de la question du consentement, et je vous invite évidemment à venir témoigner, à donner votre avis, et pour ça bien sûr vous nous appelez au 0826 300 300. Alors je l'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que c'est juste le lendemain du verdict du procès de Gérard Depardieu, mais c'est le hasard de la programmation. C'était pas un choix volontaire de ma part. Et puis de toute façon, comme il fait appel, on ne va pas en parler plus que ça. Philippe Breneau, bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes anthropologue, donc vous pourriez peut-être parler déjà des rapports de séduction entre les hommes et les femmes, qui ne devaient pas être très existants à l'époque de Cro-Magnon. Dans l'anthropologie préhistorique, ça, on n'en sait rien parce qu'il n'y a pas tellement de traces de cela. Dans l'anthropologie traditionnelle, si, c'est que la séduction est très codifiée. Il y a des gestes, et tout le monde sait depuis l'enfance, tel geste va appeler telle réaction. Et d'ailleurs, si telle chose est dite, telle chose est faite, quasiment la suite se poursuit. Il y a quelque chose de plus compliqué, c'est qu'il ne s'agit pas que de 2 protagonistes. C'est pas, ça ne peut se faire que s'il y a l'accord, j'allais dire parental, l'accord dans la société, des familles, puisque les approches ne se font que par des rapprochements de clans, de familles, voilà. Donc les choses sont assez... Il y a une époque où de toute façon la fille n'avait pas son mot à dire pratiquement. Oui, mais même la question se posait moins parce que c'était tellement codifié que il y a des sociétés dans lesquelles ce sont les femmes qui font le premier pas. Mais en tout cas, les réponses de l'un et de l'autre sont d'une certaine façon codifiées et on approche petit à petit dans quelque chose dont le scénario est écrit. Et je vous en prie, buvez un petit coup d'eau, je reprends la parole. Mais ce que je trouvais intéressant pour évoquer ce terme de consentement, c'était cette fameuse chanson « Tu veux ou tu veux pas », où on voit bien que finalement c'est jamais totalement oui, totalement non. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs cette fameuse zone grise, parce qu'on peut avoir envie finalement de peut-être passer un moment avec un homme sans pour autant tout de suite avoir envie d'aller sous la couette avec lui. Les hommes sont peut-être plus directs dans leur désir et dans leur pulsion que les femmes. Oui, c'est vrai qu'il y a des comportements genrés, on va dire, c'est-à-dire qui se font plus particulièrement pour les hommes ou pour les femmes. Classiquement, ça ne se faisait pas qu'une femme fasse des avances. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes osent... Mais quand on dit avant, il faut quand même le dire pour pas mal de très jeunes auditrices, par exemple. Avant, c'était il y a 30, il y a 40 ans. C'est-à-dire, par exemple, il y a une quarantaine ou cinquantaine d'années, une femme qui faisait des avances était taxée quasiment de prostituée. D'ailleurs, les prostituées faisaient des avances, parce qu'elles accordaient le client, si je puis dire. Elles interpellent sur le trottoir le client. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir D'abord, ça nous met... avant, elles faisaient tomber leurs mouchoirs. Ah, ça c'était une élégance. 17e, 18e siècle. Voilà, c'est ça. Non, mais c'était un petit signal. C'était un signal clair. Hein, oui, c'était un signal très clair. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, c'est un petit peu violent
les hashtags, mais ça a du bon. Tant pis pour certains dégâts collatéraux. On le verra un petit peu avec du recul. Mais ça a du bon parce que, oui, ça permet... je crois que MeToo a mis quand même les choses un peu en place et un peu plus clairement. Ça va permettre d'abord à beaucoup de femmes d'oser dire ce qu'elles pensent, alors que tant qu'on ne le dit pas vraiment, on va en parler progressivement, ça tient à l'estime de soi, qui est beaucoup plus faible pour les femmes que pour les hommes. C'est une construction de la société, c'est quelque chose qui mettra longtemps, malheureusement. J'aimerais bien que ça se fasse tout de suite. Alors, vous parlez d'estime de soi, et je suis complètement d'accord avec vous. Il y a une autre chose aussi qui est intéressante, et on le constate encore aujourd'hui malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui se respectent pas tant que ça, et qui ont ce sens comme ça du sacrifice, qui peut aller jusqu'à, bien sûr, une relation sexuelle par sacrifice, et qui peuvent ensuite le regretter. Oui, alors il y a tout un tas d'attitudes, parce que c'est pas aussi simple. Il y a du masochisme aussi. On peut être bien dans l'acceptation même de choses qu'on ne désire pas, pour des raisons qui sont compliquées de notre mécanique interne. Mais ce qui est curieux, excusez-moi, je vous coupe, je pense que c'est le moment de le dire aussi. Ce qui est curieux quand même aussi, c'est qu'un des fantasmes les plus importants des femmes, c'est d'être attachée et soumise et d'être obligée, en quelque sorte, entre guillemets évidemment, de subir un rapport sexuel par un homme. Alors c'est évidemment pas, c'est un homme qu'elles ont choisi, mais c'est cette sorte de j'ai presque envie de dire, de difficulté pour les femmes d'assumer leurs désirs. Alors, j'ai entendu une critique de cela, c'est vrai, parce que quand on fait des analyses des fantasmes, c'est quelque chose qui revient jusqu'au fantasme de viol, très fréquent, mais quand on va dans le détail avec la personne, on dit, mais j'ai pas du tout envie d'être violenté. C'est un viol qui soit d'être prise, ok. Mais de préférence par Georges Clooney, l'homme aimé, par le prince charmant, bien sûr. Mais par contre, ce que l'on entend dans des critiques d'un féminisme très radical, c'est que ce sont des scories de la domination masculine, et que dans quelques temps ça n'existera plus. Peut-être, j'en sais rien. On sera peut-être plus là. Voilà, c'est peut-être voilà, mais de toute façon on doit y faire attention. Ensuite, c'est aussi une position de jouissance dans la sexualité que l'on connaît quand il y a du respect. C'est ça qui est très difficile à comprendre pour ceux qui... Alors il faut une maturité. Le problème, c'est que la sexualité épanouie nécessite une maturité sexuelle et une maturité érotique. À ce moment-là, beaucoup de choses peuvent se vivre entre deux personnes adultes consentantes, qui peuvent être non pas de la violence je veux dire quelque chose qui soit de l'ordre de la violence physique extrême, non, à moins que ce soit, mais même si c'est désiré, je crois que c'est jamais souhaitable. Et la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on va prendre tout ça de façon extrêmement minimale, c'est-à-dire la moindre chose va être vécue comme un interdit de progresser. Et par exemple, dans la séduction, est-ce que vous avez le droit, monsieur, de me regarder de cette façon-là? Parce que le problème se pose essentiellement entre femmes et hommes, du fait peut-être de cette dévalorisation, de cette estime de soi assez faible, qui vient de la domination masculine, ça c'est évident, depuis très longtemps. Mais de quelle façon est-ce que vous avez le droit de me regarder? Est-ce que vous avez le droit de me déshabiller du regard? Ça existe, ce terme. Je ne vous ai pas demandé de vous asseoir à côté de moi. Et ensuite, c'est vrai que beaucoup de choses peuvent être jusqu'à je ne vous ai pas demandé de me tenir la porte. De me tenir la porte. C'est là que ça devient compliqué. Et là, on parle de choses qui ne sont pas dans l'intimité de deux personnes qui se connaissent, mais dans une approche, d'ailleurs, ça dans la vie l'approche quotidienne de séduction. Eh bien, est-ce que cette approche de séduction est toujours acceptable, licite? Pour certains, je crois que c'est pas évident. Eh bien, on en parle avec vous, Philippe Bruneau, et je vous invite évidemment à nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Philippe Bruneau aujourd'hui et nous abordons le terme du consentement, et on a Laurine qui nous rejoint. Bonjour Laurine, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Laurine.
Vous êtes en couple donc, mais bon, donc il y a pas de souci. Vous êtes bien en couple et c'est par rapport à vos enfants que vous avez envie d'évoquer la notion de consentement, je crois. Hein. Oui, effectivement, parce que en matière de consentement, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les écoles sur à peu près tous les sujets, et on leur dit des choses qui sont pas toujours très claires, et je sais que moi, mes filles ont été confrontées à l'absence de, au non-respect de leur consentement, tout simplement. Parce que fais-moi un bisou, ou donc je te traîne par terre, et elle a été traînée par terre, par exemple. C'est important ce que vous dites, puisque vous parlez là carrément des enfants, c'est que la notion du respect de l'autre me semble être une notion en perte de vitesse. Et moi je disais il y a pas très longtemps que aujourd'hui la politesse, c'est tout juste, si c'est pas un gros mot, comme si et finalement c'est ce qu'on se rend compte, c'est-à-dire qu'on a la limite de l'autre n'existe plus. Tout à fait, ça devient. Il faudrait que ce soit normal de se laisser toucher, tripoter au sens très large. Je veux dire, c'est-à-dire les enfants ne sont plus élevés dans la frustration. Donc, si j'ai envie de te faire un bisou, je vois pas pourquoi je pourrais pas te faire un bisou. En gros, c'est ce qui se passe chez ce jeune garçon. Et ça, c'est quand même un problème d'éducation. Non, voilà, et puis entre filles, ce serait normal d'être tactile, sauf que c'est pas toujours le cas. Si on n'a pas envie d'être touché, on n'a pas envie d'être touché, on est bien d'accord. Bien sûr. Oui. Non, la grande difficulté, ce qu'évoque Brigitte, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé l'éducation positive. Alors c'est très beau que tout soit positif, mais l'éducation positive, elle donne des résultats négatifs parce que l'éducation ne peut se faire que éduquer où on dit bien on élève un enfant, c'est-à-dire qu'on va lui permettre de grandir, mais on l'élève en donnant des limites à ce qui est possible. Et c'est d'ailleurs dans l'enfance que on va pouvoir, un parent va dire non, et ce n'est pas être violent que de dire non. Mais il dit non, on ne dit pas non à tout. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Et l'enfant ne peut pas savoir si on peut aller jusque là ou jusqu'un peu plus loin. La limite, elle est à entendre entre les deux parents. Mais la chose qui est compliquée, c'est qu'on est dans une société dans laquelle très souvent on réagit à sa propre histoire. Et si vous voyez des gens qui vous en parlent, d'ailleurs, attention, ils ne vous donnent pas des conseils, ils parlent de leur histoire à eux. C'est-à-dire que si dans ma propre histoire, mes parents ont été un peu durs, où je les ai trouvés durs, je vais essayer de pas l'être pour mes enfants. Ces pauvres enfants, ils vont se trouver sans limite. Et il y en a beaucoup. Et à ce moment-là, effectivement, ça peut être ce que vous évoquez. C'est-à-dire que, ne sachant pas qu'il y a des limites pour le respect de l'autre, ce qu'évoque Brigitte il y a un instant, le respect de l'autre, la sphère de l'intimité. Il y a un certain nombre de structures que donne l'éducation. Il faudrait, et c'est vrai que ça manque, il faudrait une école des parents. C'est-à-dire qu'on devient parent aujourd'hui, on n'a pas un permis de parent. Ça s'est fait pendant un temps, dans les années 40, juste après la Deuxième Guerre. Il y a eu une école des parents. Ça n'a pas duré très longtemps. C'est celle qui a donné naissance à l'éducation sexuelle. C'était à Annecy, ou je sais pas quoi, dans l'est de la France. Et cette école des parents, d'ailleurs, regardez le nombre de parents qui demandent des conseils. Le premier conseil, c'est de ne pas tout permettre. Mais ne pas nous permettre, c'est pas du tout interdire. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Par contre, dedans, tout est permis. Ah, mais je ne sais pas. Laisser que tout soit permis. Et c'est là qu'on voit des paradoxes, parce que beaucoup de parents sont pas encore construits comme des adultes. C'est compliqué, on va pas y aller plus. Mais vous voyez, c'est vrai que ce que vous dites est tout à fait vrai. Et vos fils ont rencontré des gens qui étaient peut-être pas formatés pour vivre en société. Tout simplement pour avoir... Ce qui est important, en tout cas, Laurine, c'est qu'elle se sente entendue, comprise par vous, et dans son juste droit. Si elle a été blessée ou même en colère ou je ne sais quoi, il faut qu'elle comprenne bien que, en effet, ce n'est pas normal ce qui lui est arrivé. Tout à fait. Et au début, ma première réaction, quand elle m'a dit en rentrant de l'école, je voulais pas de bisous, mais bon, il voulait me faire un bisou. Et sur le coup, première réaction, c'est celle que j'entendais souvent quand j'étais enfant, c'est oh là là, il a fait un bisou, le vilain.
Et puis elle a continué à m'en parler, et puis je me suis dit, attends, si elle insiste, c'est qu'il y a un problème. Bien Je lui ai sûr. demandé de me raconter depuis le début. J'ai compris qu'il y avait un groupe d'élèves autour qui disait, allez, le bisou, puis qu'elle s'est cachée, puis qu'il y en a un qui est allé la chercher, l'autre qui la traînait par terre. Et j'ai dit, mais attends, et là j'ai demandé de se déshabiller, effectivement, elle était croûtée du genou jusque sous les selles. Enfin, ça avait été assez brutal en fin de compte. Et donc d'abord, j'en suis voulu de ne pas avoir écouté tout de suite. Elle a mais- été la violence, agressée. oui, bien sûr. Là, on peut parler d'agression, en fait, dans ce que vous C'est vrai. racontez. Il n'y a pas que à le l'époque, j'ai pas eu bisou. le droit d'utiliser ce mot-là, mais oui. Bah oui, le bisou, mais il y a le fait qu'elle a été d'abord contrainte dans un groupe par rapport au jugement des autres. C'est très compliqué de s'opposer. Ce qui est important, c'est ce que vous avez pu faire, hein, j'imagine. C'est-à-dire parler avec elle, lui permettre de comprendre, et comme disait Wajid, de dire que c'est pas normal. Il faut oser dire c'est pas normal. On est des représentants de la société. Et on peut dire, on va pas le dire pour des ados, mais quand c'est des adultes, je dis, ils devraient être en prison. Hein, pour les ados, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, qu'elles entendent que c'est pas normal. Tout à fait. Et du coup, il y a eu tout a été mis en place derrière au niveau des équipes, des discussions au sein de la classe, des groupes plus larges dans l'école pour replacer cette notion de consentement, etc. Mais c'est vrai que on sent que c'est quand même pas encore acquis pour tout le monde. Alors si c'est pas acquis chez des enfants à 8-10 ans, c'est inquiétant pour la suite, pour les adultes qu'ils vont devenir. Oui, mais en même temps, si vous avez fait ce qu'il fallait pour que justement il y ait une mise au point à l'école, peut-être, encore une fois, que ces enfants qui ont été agresseurs prennent conscience qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, qu'ils n'ont pas le droit de faire, et ça peut-être les remettre un tout petit peu plus dans le droit chemin, on va dire. Donc vous avez fait votre travail de citoyenne, en quelque sorte. D'abord de mère, en protégeant et en accueillant votre fille, et puis ensuite de citoyenne. Et si tout le monde faisait un petit peu son travail, peut-être qu'on serait plus dans du respect mutuel. Hein. C'est certain. C'est au-delà, en plus, ce que vous évoquez, c'est pas tout à fait que le consentement. C'est quand même, là, c'est un acte de violence. On n'a pas consentir ou non consentir à la violence, parce que elle peut pas dire elle essaie de se défendre. Le consentement, on va être amené à en reparler dans cette émission, c'est entre deux personnes sur la poursuite de ce qui se passe dans l'interaction entre deux personnes. Là, quand même, il y a la violence du groupe, les jugements, la dévalorisation. Il y a dû y avoir des sortes de petites injures. Qu'est-ce que tu fais à refuser ça, ainsi de suite. C'est quand même très violent, et ça nécessite, oui, qu'elle soit beaucoup soutenue, parce que ça s'efface pas comme ça. Mais ce qui est bien quand même, c'est qu'a priori, dès le départ, elle a dit non, je veux pas de ce bisou. Donc c'est quelqu'un qui, enfin, votre fille se respecte. Bien sûr. Oui, après c'est quelque chose, en gros depuis qu'elles tiennent debout dans la douche, chaque soir c'était, jusqu'à ce qu'elles aient, je sais pas, 5-6 ans, c'était de leur rappeler quelles sont les zones que l'on appelle l'intimité, donc que ce soit le visage, la bouche, les seins, le ventre, les parties intimes, tout ça je leur ai toujours appris, personne n'a le droit de toucher, papa, maman pour la douche, pour la toilette, c'est tout, le docteur si papa ou maman a dit d'accord, et vraiment ça reste à ces cas-là. Déjà, dites-vous bien, Laurine, que la manière dont vous avez réagi et la manière dont vous l'avez élevée fait que ça ne sera pas un traumatisme pour elle, ce qui s'est passé, a priori, puisque elle est dans elle sait ce que c'est que le respect. Merci en tout cas, Laurine. Merci beaucoup. Merci, Laurine. Oui. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil. Peut-on croire encore au prince charmant ? Aujourd'hui, avec Philippe Breneau, nous abordons la question du consentement. Qu'en est-il des jeux délicats et subjectifs de la séduction ? Venez en parler avec nous, appelez-nous au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Philippe Breneau, peut-on encore croire au prince charmant ? J'espère, oui. Oui, bien sûr, pourquoi pas, comme on peut croire au Père Noël, mais quand même, il y a un âge où ça peut devenir un petit peu inquiétant. Je crois que si on croit au prince charmant, parce qu'on est une jeune fille de 16 ans, bon, pourquoi pas. À 40 ans, ça devient un petit peu inquiétant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus croire à l'amour, au grand amour, voire même à la rencontre extraordinaire.
Mais bon, l'amour avec un être qui serait parfait, ça risque de ne jamais arriver, voilà. Donc je crois que c'est vraiment important de comprendre que souvent, quand on croit trop au prince charmant, eh bien c'est peut-être parce qu'on est plus amoureux de l'amour que de quelqu'un en particulier. Et donc je vous laisse réfléchir déjà à ça. Et puis je vais vous donner quelques petits conseils pour éviter de vous laisser emporter inutilement. Il ne faut pas confondre émotion forte, attirance excitante et capacité à vivre ensemble. Hein. C'est deux choses très très différentes. On peut être très excité, avoir des émotions très très fortes, mais vivre avec quelqu'un au quotidien, c'est pour ça que généralement on dit qu'il faut prendre un petit peu le temps que le coup de foudre s'évanouisse avant de se décider de se marier ou de vivre ensemble. Si vous avez l'impression que celui ou celle que vous venez de rencontrer ne correspond pas aux critères que vous aviez fixés, eh ben pourquoi pas. C'est peut-être même un excellent signe parce que ça peut-être dire qu'au fond vous êtes apte à ne pas croire au prince charmant et à être attiré par quelqu'un qui n'est peut-être pas exactement ce que vous auriez aimé. Et puis si vous vous demandez si on va vraiment aimer votre passion, peut-être que vous êtes sur la bonne voie si vous acceptez de vous poser la question, alors que sinon, si vous êtes dans l'envie de rencontrer le prince charmant, vous êtes persuadé qu'il va ou elle va adorer votre passion, hein, on est bien d'accord. On accepte la différence quand on n'est plus dans la Alors pourquoi notion on dit du que prince dans charmant. un sens, Brigitte, on parle toujours que du prince charmant, et pourquoi pas la princesse charmante? Ça nous ramène à l'histoire de la séduction qui émane classiquement dans l'Occident et dans beaucoup de cultures que de l'homme. Hein, ce prince charmant qui avancerait. Alors dans ce que vous évoquez, moi je trouve il y a un enseignement, c'est que un peu comme de la passion, il faut un peu faire le deuil du prince charmant. C'est-à-dire, je vais rencontrer la passion avec le prince charmant, mais ensuite, on sait très bien que ça ne peut fonctionner au long cours que si j'ai un peu fait le deuil de la passion, c'est-à-dire qu'on va vivre des réactivations avec le prince, justement. Mais la vie au long cours, si on imagine que c'est avec le prince charmant, on tombe sans arrêt dans la désillusion d'hommes et de femmes. On est avec l'homme charmant et par moments, on se fait une escapade à deux et on va revivre une passion avec le prince. Et oui. Et le deuxième enseignement que j'entends dans vos... Vous voyez, parce que ça me donne à réfléchir, hein, vos chroniques, là. Le deuxième enseignement, c'est que je crois qu'il y a une théorie très forte là-dessous. Quand on est enfant, on croit au Père Noël. Puis ensuite, on croit au prince charmant. Alors, est-ce qu'à la fin de la vie, on recroit à nouveau au Père Noël? Non, on croit en Dieu. À la fin de la vie, on croit en Dieu pour être un peu plus rassuré. Ça doit être le parallèle entre le prince charmant et le Père Noël est, je crois, assez intéressant. Ouais. En tout cas, moi, mon roman vient de sortir. Il s'appelle Utopia. Il est sorti aux éditions Mazarine. Et Utopia, oui, c'est aussi une utopie, mais c'est le nom de la jument qui raconte... Utopia, c'est une princesse charmante. Moi, je dois en témoigner parce que je me suis endormi. C'est-à-dire, j'ai lu longtemps jusqu'à m'endormir avec Utopia. C'était magnifique. Et je me suis réveillé pour continuer ce roman. Oui, le roman de Brigitte, je crois que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices... c'est gentil, Philippe. Non, il y a quelque chose de très original et de très charmant. Parce que moi, j'ai été séduit par cette jument avec qui on poursuit cette aventure au fil des pages, oui. Oui, et l'aventure de sa cavalière qui croit quand même un peu au prince charmant au début. Hein. Oui, cette cavalière, elle ressemble quelquefois un peu à... Ah non, c'est pas moi du tout. Non, sincèrement, je crois que c'est pas moi du tout. Mais on en parlera, c'est pas le propos de l'émission. Bonjour Aurore. Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Aurore, oui. Voilà un joli prénom qui fait croire au prince charmant. Ah oui, mais ça nous fait rêver, moi j'aime bien. Eh bien, c'est gentil. C'est vrai que je n'y crois plus trop au prince charmant, mais je crois quand même qu'il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Et vos émissions nous y invitent beaucoup d'ailleurs. Moi, je voudrais revenir un petit peu déjà sur ce que la première personne a témoigné, parce que je suis enseignante et
j'ai une formation qui s'appelle EVARS, c'est tout récent, une spécificité, donc pour l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et je fais une journée vendredi, justement, avec mes élèves dans une structure spéciale. Oui. Et je confirme que c'est hyper indispensable de savoir se respecter pour pouvoir respecter l'autre. Moi, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais jeune. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce dispositif qui est quand même intéressant, qui permet de remettre un petit peu les choses en équilibre dans la tête des jeunes. Alors moi, je travaille dans une structure un peu compliquée. Ils viennent souvent de milieux un peu déstructurés, etc. Et ça permet quand même de redonner des valeurs, du sens. C'est pas simple, ça se fait pas sur une journée. J'aime bien vous utilisez le terme déstructuré et non pas défavorisé, et c'est intéressant parce que c'est vraiment ça le problème. C'est le manque de structure qui fait qu'on ne se respecte pas, et donc on ne respecte pas l'autre, évidemment. Mais oui, parce que allez-y. Il y a parfois des milieux plus dits favorisés. Voilà, mais qui sont également déstructurés. C'est pas limité à une structure, à un niveau social, quoi. Mais effectivement, le niveau social fait que ça défavorise encore plus leur accès à une certaine forme d'intelligence qui les dépasse, quoi. Mais vous, en tant qu'enseignante, Aurore, vous avez l'impression que les choses s'aggravent depuis 10 ans? Oui. Oui. Justement, vous parliez d'un permis à être parent, je crois, Philippe Bruno, je crois que vous avez dit ça tout à l'heure. Oui, et moi, je le valide à 100%. Alors, bien sûr, on lève les boucliers en disant, ben non, mais c'est de l'intrusion dans la vie, dans le choix des familles, de la femme, etc. Certes, mais quand on voit les dégâts, et je vous assure que le mot dégâts est très léger. Oui, bien sûr. Quand je vois ce que je vois dans mon quotidien, moi je suis très contente d'être très proche de la retraite parce que c'est difficilement supportable. Pardon. Oui, parce que même vous, en tant qu'enseignante, vous n'êtes plus respectée, quoi. Du tout. C'est quand même terrible. Oui, puis c'est usant même pour eux, entre eux. Enfin, moi, ça me fatigue énormément. Je vous cache pas que c'est extrêmement fatigant. Mais bon. Et pour en revenir plus spécifiquement à moi, bien, moi, j'avais juste envie de témoigner le fait que moi, je suis seule et je me rends compte que, alors, parce que je vais à des soirées de danse, etc. Je suis très sociable, et je vois quand même qu'il y a une évolution qui est positive dans le fait que les femmes peuvent aujourd'hui comprendre qu'elles doivent se respecter, et j'en fais partie, de développer mon estime de moi, de développer ma confiance. Je fais partie de ces femmes qui en ont eu besoin. Mais par contre, alors certaines en abusent, et vous le disiez, je crois, Brigitte, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles mettent des limites extraordinaires et je trouve débiles, pardon pour le mot, aux hommes. Moi, j'adore les hommes qui me tiennent la porte. Moi, je suis très sensible à cette courtoisie. Et justement, les hommes ont peur aujourd'hui d'être remballés. Je trouve que les femmes certaines femmes, font parfois le malheur d'une grande quantité de femmes, et les hommes qui sont des hommes de bien, c'est une vieille expression, bien sont un peu perdus et n'osent plus bouger. Et les autres qui, de toute façon, avant se conduisaient comme des malotrus, ça ne les fait pas changer. Oui, les abrutis continuent, ça c'est sûr. Voilà. Et je trouve ça dommage. Même plus que ça, parce qu'ils se sentent confrontés. Mais oui, alors ça, il y a cette force et cette faiblesse. Alors, je vais abuser un petit peu. Là, j'ai demandé une autorisation à Brigitte, parce que je sais pas, j'ai pas le conducteur de l'émission. Je peux prendre 1 minute. Oui, non, même deux. Vous êtes. Voilà, parce que 2 minutes, parce que quelquefois, il y a quelque chose qui va venir et on est obligé de céder l'antenne. Bon, et je vais même me permettre d'être peut-être un peu pédagogue à une enseignante. Non pas que vous sachiez pas, mais vous avez dit quelque chose de très juste en parlant de déstructurer. Le gros problème, c'est que beaucoup des gamins, ce sont des ados. C'est en collège que vous êtes peut-être ou... Oui, enfin, je suis dans un REA, je sais pas si ça vous parle, collège-lycée, voilà. Oui, voilà. Mais en fait, beaucoup ne sont pas structurés.
C'est-à-dire du fait des éducations qui en sont quelquefois pas, et notamment structurées par rapport... Parce que lorsqu'on parle par exemple du consentement, il faut pouvoir donner son consentement. Mais est-ce que je peux... Alors je vais me mettre en position de ce qui est le cas le plus fréquent d'une jeune fille, puisque l'estime de soi est faible. On le sait très bien, pour tout un tas de raisons. Dans la société, les images féminines commence à être mieux valorisée, mais elle va s'identifier à quelque chose de plus faible, et puis peu importe, c'est comme ça. Donc, je suis une jeune fille, je me valorise pas assez. Comment voulez-vous que je fasse pour mon estime de soi alors que j'ai pas confiance en moi? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des petits modules. Ça devrait se faire, moi je trouve, à l'école, de confiance en soi. Je vais vous en donner un, c'est pour ça que je demandais 2 minutes et là il m'en reste une. Non mais prenez confiance en vous, allez-y, assumez-vous, assurez-vous. Merci Brigitte de me donner confiance. Mais il se trouve que, vous savez, il y a quelque chose de simple que je fais avec mes patients, je l'ai même fait avec un de mes patients aujourd'hui, et qui est une petite chose très simple. La plupart des gens qui ont peu de confiance en soi vont ne pas oser dire ce qu'ils pensent. Je vais pas oser dire non, donc je vais accepter. Oui, j'y arrive, mais pas toujours. Mais pour quelle raison ? Parce que je suis dans une position basse, je m'estime moins, je pense que tout le monde me sent au-dessous. Et on peut diagnostiquer ces personnes-là, et celles qui écoutent peuvent le ressentir. Si c'est pas possible, je me mets à ce moment-là en colère. C'est-à-dire, c'est soit je m'abaisse, soit je me mets en colère, ou je vais essayer de dire non, mais ça va être une colère. Mais pour une raison simple, c'est qu'il n'y a que 2 positions vis-à-vis de quelqu'un d'autre en face. Soit une position qu'on appelait autrefois supérieure ou une position inférieure. Je me mets en position supérieure, je suis dominant. Je me mets en position inférieure, j'ai pas de confiance en moi, ok. Moi, je les appelle différemment d'abord. On laisse tomber inférieur, supérieur. Moi, j'aime bien une position basse ou haute. Il se trouve que je suis, jeune fille, n'ayant pas assez de confiance en moi, je suis en position basse presque tout le temps. Ou alors je me mets en colère parce que ça m'énerve trop. Ok. Mais pour quelle raison ça marche pas? C'est parce que cette jeune fille, mais tous les jeunes garçons qui seraient pareils, ne savent pas et ne croient qu'il n'y a que 2 positions. C'est-à-dire que je peux être que inférieur ou supérieur. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Quand je me mets en position supérieure, je suis tellement mal à l'aise que je vais exploser. Ok. C'est tout simplement de leur apprendre qu'il y a une position entre les 2. Cette position, c'est très simple. Pour tous ceux et celles qui écoutent, ça s'appelle d'égal à égal. Quand je suis enfant, je suis au-dessous de mes parents, des enseignants qui sont des gens qui ont l'ascendant des parents, enfin qui ont l'autorisation des parents, donc ils sont les représentants parentaux. Mais à ce moment-là, je ne suis que dans une position quelquefois plus basse, mais j'apprends. Puis après, je deviens adulte, je deviens adolescent. Un adolescent aujourd'hui, il est quasi adulte. Eh bien, à ce moment-là, il faut qu'il apprenne qu'il est d'égal à égal avec tous. Il faut aussi que les parents acceptent qu'il soit d'égal à égal. Je n'ai pas besoin de me mettre dessus. On va dire à 18 ans, à l'âge de la majorité. Ouais, mais moi je dirais que c'est même avant. Parce que déjà, quand on est ado, on peut être d'égal. Si les parents acceptent, vous êtes d'égal à égal, il n'a pas les mêmes moyens. À ce moment-là, le gamin de 16 ans, il peut dire je sors. Mais quand on apprend. Puisque je suis d'égal à égal et je ne respecte pas l'autorité. En faisant ça, il se met en position supérieure. Et à ce moment-là, je vais donner un petit truc à tous ceux qui écoutent, puis je m'arrête là parce que c'est un petit peu long. Essayez, dans toutes les relations que vous allez avoir avec toutes les autres personnes, des parents, les personnes proches, le conjoint, vous voulez dire quelque chose, tiens, et puis vous vous interrogez dans la minute qui suit ce que vous avez fait. J'ai été comment avec cette personne? J'étais au-dessus? Non, je me suis encore mis un peu au-dessous. Ah, il faudra que j'ose un peu mieux la prochaine fois. Et ainsi de suite. Puis au bout de quelques jours, vous allez voir, ça va très vite. Vous dites, tiens, c'est marrant, là je me suis senti égal à égal. Je peux être égal à égal et je dois être égal à égal avec mon patron.
avec le président de la radio, de tout ce qu'on veut, en tant que personne. Bien sûr que la personne a d'autres compétences, c'est pas pareil. Et je crois que ce petit travail, malheureusement, je vois pas comment il pourrait être fait. Il pourrait être fait en classe. Alors, sans vouloir être supérieur, Philippe Bruno, il est temps de laisser la place à la pub. On y est. Mais je crois que le message, j'espère que ça pourrait Vous avez aider. compris, Aurore? Mais bien sûr. Oui, très bien. Je sais mes rapports. Ajouter quelque chose, mais je crois que j'ai plus le temps. Allez-y très vite. Non, allez-y. Une phrase. Justement, la formation EVARS dont je parlais tout à l'heure. Oui. Donc j'ai un collègue masculin qui l'a fait, qui y a participé. Et moi, j'ai un peu de mal à entendre. On déconstruit les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie. Et ça me gêne beaucoup dans la formation. Voilà. Merci. Je voulais rajouter ça. Merci bien de l'avoir dit parce que c'est tellement ridicule de déconstruire les hommes. On est d'accord. Merci Aurore. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant, toujours avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Bruno, mon égal, est avec nous sur RMC durant ces 2 heures. Merci. Et on vous invite à être égal avec nous, bien sûr. Égal à égal. N'est-ce pas, Justin? Vous savez bonjour. beaucoup de choses, Brigitte, dans tas de domaines. Mais vous aussi, vous et avez... moi dans d'autres. Mais bien sûr, mais bien sûr. On n'est pas plus. Et on se respecte et on a confiance l'un dans l'autre. On n'est pas moins, mais on n'est pas plus. Non, mais la différence, c'est pas forcément un qui est plus et un qui est moins. C'est toute la difficulté d'ailleurs aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Justin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, sur Justin, Sud Radio. pardon. Bonjour vous deux. Je vous appelle, je me permets de réagir par rapport à Madame l'enseignante qui est intervenue un petit peu plus tôt, qui parlait donc en fait de la génération qu'elle voyait arriver elle en école et de sa génération forcément par rapport à son éducation. Et moi je suis jeune père, donc j'ai 31 ans, je suis jeune père et je vois leur différence en fait d'éducation que j'ai pu avoir et celle que je transmets. Et là où j'essaie de faire un comparatif, c'est que nos anciennes générations, donc les anciens de mes parents, années 60-50, et j'imagine les parents de madame avant, donc j'imagine années 30, années 40, les modèles se ressemblaient un petit peu d'une année à l'autre, enfin pendant d'une génération à l'autre. Le père avait toujours cette même figure d'autorité paternelle et qui travaillait toute la journée. Souvent la mère était à la maison pour s'occuper des enfants. Au foyer, oui, bien sûr. C'est un modèle qui s'est répété jusqu'à, je vais dire, les années 50-60. Jusqu'au moment où on a accordé les droits que les femmes méritaient et où là en fait la parole s'est libérée, en tout cas les mœurs se sont libérées et on a pu être vraiment égaux pour rester dans le thème. On va dire que c'est même peut-être 80-90 pour qu'on arrive à une égalité à peu près relative, certes, mais on va dire égalité. Parce que les années 60, d'abord les femmes ont eu le droit d'avoir leur carnet de chèques en 64, je crois, ou non, en 64. Le droit 1964, je crois, sans l'autorisation du mari. Donc, vous voyez, les années 60, c'était pas encore ça. Oui, et puis la pilule, c'est encore plus tard. Et tant qu'on on se retrouve avec 4 enfants, pas forcément désirés, on est quand même très tributaire du salaire du mari. Donc c'est vraiment 80-90. Donc c'est important de bien resituer parce que ça fait un peu plus d'une génération. Donc c'est très peu. Oui, c'est très peu de temps. Et en fait, nous, en tant que jeunes parents, où les deux travaillent, où les deux doivent travailler, puisqu'aujourd'hui un salaire ne suffit plus pour élever un enfant, même un seul enfant. On doit en fait c'est vrai aussi, composer avec de nouvelles méthodes. On entend de tout et son contraire. On peut parler de Montessori ou d'éducation positive ou d'éducation traditionnelle. On entend de tout. Je pense qu'il faut piocher un peu partout, mais c'est dur pour les nouvelles générations, je pense, de nouvelles générations de parents, j'entends, de trouver en fait l'équilibre et trouver une bonne méthode d'éducation, je dirais. Puisqu'il n'en existe pas et on ne peut pas vraiment se caler sur ce qui se faisait avant, puisque avant on va prendre l'exemple où les parents avaient peut-être la main un peu plus leste sur leurs enfants quand il y avait des bêtises, ça pouvait aussi se reproduire à l'école, je parle de notre siècle bien sûr, mais c'est des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui et qu'on ne veut plus reproduire, donc sûr de trouver le juste équilibre en tant que parent, en tant que jeune parent,
pour essayer de donner un cadre où notre enfant sera respectueux. C'est la première des choses, mais où aussi il se sentira épanoui. On essaiera de le développer pour que plus tard, à l'âge adulte. Mais Justin, je crois que vous avez en effet tout à construire, et ça c'est quand même chouette. Moi, je trouve que c'est ce qu'il faut dire aussi à tous les jeunes parents qui nous écoutent. Vous avez tout à construire, et vous vous posez des questions. Vous avez envie de faire bien. Alors donc déjà, je peux vous dire, vous ferez pas mal. Ouais. Non, mais c'est important parce que vous doutez, donc vous cherchez des réponses, vous trouvez vos réponses, parce qu'après tout, il n'y a pas un mode d'emploi unique pour être parent. Et puis vous en parlez, j'imagine, avec votre compagne, vous en parlez ensemble. Et ce qui est bien aujourd'hui aussi, oui, c'est que les pères s'investissent énormément, et je pense que ça va aussi faire bouger les relations hommes-femmes par la suite, puisque l'enfant sera aussi éduqué un peu plus par le père. Ce sera pas le père autoritaire et la mère trop maternelle. Donc tout ça va bouger. Pour l'instant, on est dans une zone assez turbulente. En transition, en fait, on est dans une version de transition où certains disent génération de sacrifice. J'aime pas le terme, puisque comme vous le dites, on a tout à créer, donc ça mais bien sûr, il faut être. C'est cette transition-là qui peut, j'imagine, perturber les anciennes générations qui, elles, étaient dans un cadre bien établi, où on faisait comme avant et on pensait qu'on ferait pareil après. Et cette génération de transition peut faire dire à beaucoup c'était mieux avant, c'est n'importe quoi aujourd'hui, la jeunesse, etc. Oui, mais Justin, moi j'entends que vous êtes quelqu'un de responsable, et puis vous savez ce que c'est que le respect, etc. Là, Aurore parlait quand même de certains enfants qui ne respectent personne et qui n'ont d'ailleurs pas été éduqués, tout simplement. Oui, non, je suis d'accord. Alors, mon propos n'est pas pour aller à l'encontre de madame, attention du tout. D'accord. C'est vraiment pour vraiment axer en fait cette différence aujourd'hui, où on peut comparer avec les générations d'avant, enfin avec les jeunes d'avant, qui est peut-être plus de respect. C'est qu'aujourd'hui il doit y avoir des parents, autant peut-être comme vous le dites, moi j'essaye de faire au mieux, autant d'autres parents doivent être complètement perdus puisque pas de modèle. Oui, on entend quand même. On entend quand même que on est presque obligé. Notre président hier soir, je crois, était presque obligé de parler du temps sur les écrans, ce qui paraît quand même invraisemblable quand on entend des parents qui mettent leur enfant de 2 ans devant un truc. Conseil que ce soit pas avant 6 ans. Et oui, donc on voit bien qu'il y a quand même il y a quand même toute une part malheureusement de parents qui n'ont pas. C'est quand même très difficile. Si on est jeune, j'imagine, si on est jeune parent, j'imagine que c'est très compliqué que l'enfant ne soit pas devant un écran. Il y en a partout. Et les parents, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne seraient pas devant cet écran que ses parents regardent toute la journée. Ce que vous évoquez, alors moi je vais vous donner 2 ou 3 pistes, parce que comme vous dites une chose très juste, on ne sait pas où aller, vu que on dit tout et n'importe quoi. Ben oui, si vous allez sur le web, vous allez avoir 1000 méthodes d'éducation et ainsi de suite. L'enfant, il y a 2 choses qui sont importantes. L'enfant est une éponge et l'enfant est une ardoise. Éponge, c'est-à-dire que il prend tout ce que vous avez. Vous savez qu'il y a 17 milliards de neurones. Ils sont vierges à la naissance, il n'y a rien, il n'y a pas de câblage génétique possible. Donc c'est purement ce dont ils s'imprègnent comme une éponge. C'est ce qui s'imprègne dans le milieu familial en grande majorité pendant les 2 ou 3 premières années, de vous-même, de votre compagne. Et il va être une éponge. Et puis une ardoise vierge, c'est-à-dire que tout est à écrire. Et tout est à écrire, c'est vous qui allez lui donner les limites de cette inscription. Je disais tout à l'heure, je crois que c'est important qu'il y ait des limites, mais ça c'est pas moi qui le dis, qu'il y ait des limites. Tiens, là on va pas jusque là, et là on va pas, voilà. Mais au milieu, par contre, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et c'est ça qui est beaucoup plus compliqué, d'accepter qu'il soit libre, qu'il commence à avoir de l'autonomie. Et tout à l'heure, vous avez dit, notre enfant sera respectueux. Mais il sera respectueux s'il est respecté. C'est là que c'est compliqué aussi. Parce que très souvent, d'ailleurs, on le voit, beaucoup d'enfants qui vont être violents,
il y a beaucoup, malheureusement pour eux, ils ont souvent de la été confrontés, ça s'invente pas. Autrefois, on parlait de la mimésis, c'est-à-dire que le cerveau ne sait faire qu'une seule chose, il n'y a qu'une compétence, c'est copier-coller. La mimésis, c'est-à-dire que il va répéter. Pourquoi nos enfants répètent? Ils ont notre langue, ils ont la langue du milieu, ils ont les règles du milieu, tout ce qu'ils voient. On les mettrait le même. Il y a une chose formidable. Le fameux film de François Truffaut, L'Enfant Sauvage, est extraordinaire. Sur l'enfant sauvage, mais il y a un exemple qui est extraordinaire, c'est une équipe d'anthropologues américains qui est dans les années 50, qui arrive en Amazonie, dans un village qui a été pénétré par aucune population. Lorsqu'ils arrivent, les villageois ont très peur et ils sont partis. Et ils trouvent un bébé de quelques mois qu'ils ne peuvent pas laisser là et que le chef de l'expédition va prendre avec lui parce que ils savent que le village ne reviendra pas avant plusieurs jours et que le bébé va mourir. Il l'élève. Aujourd'hui, elle est professeure d'université à Yale. C'est-à-dire que vous pouvez transposer votre bébé au Japon, ainsi de suite. Il va s'imprégner. C'est une éponge. Alors c'est à nous d'être le milieu. Nous, d'abord, c'est les parents, c'est le milieu éducatif, et il va falloir des limites, et puis laisser libre à l'intérieur. Absolument. Et bravo, parce que c'est génial d'avoir un bébé tel que vous en parlez. Merci de votre témoignage, Justin, et on vous invite évidemment à continuer. C'est formidable, votre témoignage est plein d'espoir pour justement la civilisation de demain. On fait une petite pause, on se retrouve après les infos. Avec Philippe Breneau, aujourd'hui, nous évoquons la question du consentement et de la séduction. Vous souhaitez participer à l'émission, notre standard vous attend, 0826 300 300. Bonjour, c'est Cécile de Ménibus. Bonjour, c'est Philippe David. Tout à l'heure, de 17h à 20h, des idées, des échanges et votre avis en direct. Les vraies voix arrivent, restez connectés. Sud Radio. Parlons 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous. Vous êtes psychiatre, anthropologue, sexologue, écrivain et je ne sais même plus de quel livre on peut parler. Parce que vous en sortez beaucoup. Le dernier, c'est peut-être Éloge de la masturbation qui était sorti aux éditions de la Musardine. Vous avez un roman aussi sorti chez Serge Safran qui s'appelle Taxi Thérapie. Et puis bien sûr toujours l'incroyable histoire du sexe, cette bande dessinée qui ne cesse que de se vendre et qui est formidable aux éditions Les Arènes. Et j'aime bien aussi Pourquoi c'est si compliqué l'amour, qui est un livre où vous parlez justement de ce que c'est l'amour, parce que peut-être qu'on confond souvent. Voilà. Eh bien, on parle du consentement aujourd'hui, mais finalement, dans la première heure, on a surtout parlé du respect, de comment aider les enfants à se respecter pour qu'adultes, ils soient d'égal à égal. On pourrait résumer comme ça la première heure. Philippe Breneau, ça vous va? Oui, et puis même, je me pose la question, parce qu'on parle toujours du consentement. Lorsqu'il n'y a pas consentement, est-ce que beaucoup de personnes témoignent d'avoir été interrogées, donné leur consentement? La plupart du temps, je pense que quand il y a des interrogations, c'est qu'il y a un doute. Entre deux partenaires qui se connaissent même peu et où il semble qu'il n'y ait pas de doute, souvent la question n'est pas posée. Et il y a consentement, parce que je ne crois pas qu'elle soit posée souvent. Il y a eu quelques enquêtes qui ont été faites là-dessus. Mais il faut le faire sur des grandes populations avec des gens qui ne se plaignent pas d'avoir eu des difficultés. Est-ce que la question avec un nouveau partenaire a été posée? Il y en a énormément qui vous disent non. C'est-à-dire que la question se pose. Mais vous pensez qu'il faudrait donc qu'on remplisse un questionnaire? Non. Parce que moi, c'est un petit peu ce que je crains, c'est-à-dire qu'il y a des, comment dirais-je, il y a des tas de choses qui, si on est à l'écoute de l'autre et dans le respect de l'autre, qui semblent évidents. Et le problème du consentement, c'est justement parce qu'on n'est plus dans le respect, de l'autre, me semble-t-il. Si on a une bonne maturité. Est-ce qu'on avait besoin de parler de consentement? Et puis, Aurore le disait bien d'ailleurs, les hommes aujourd'hui sont devenus très réservés, et puis les abrutis continuent à l'être. Donc, je crois que c'est bien d'aider les femmes à se respecter et à apprendre à dire non. C'est bien que les hommes comprennent qu'une femme, c'est pas forcément parce qu'elle accepte de prendre un dernier verre qu'elle est d'accord pour avoir une relation sexuelle. Tout ça, c'est des signes aussi qui sont parfois
être mal interprété de part et d'autre. C'est toute la difficulté des rapports hommes-femmes, et je crois d'ailleurs c'est de ça dont Frédéric a envie de parler. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Oui, alors, je voulais dire, je suis d'une génération des années, je suis né au début des années 70, donc c'est vrai que c'est plus, peut-être comme maintenant les nouveaux hommes, on va dire, les jeunes générations. Mais c'est vrai que je dirais que l'homme est plus visuel que cérébral, contrairement à la femme. Donc je pense que pour le consentement, une bonne majorité d'hommes n'étaient pas contre et n'avaient pas besoin de consentement à partir du moment où ils savaient ou puis il avait envie. Allô ? Oui. Alors, je continue parce que je suis pas sûre d'avoir complètement compris quel est le message que vous nous donnez. Et je crois que Philippe est un peu comme moi. Je dirais que l'homme d'un premier rendez-vous ou de rendez-vous différents, à partir du moment où la dame était consentante, lui, il était consentant d'office. Alors, ce que vous dites, c'est juste. C'est-à-dire que, en règle générale, je vais schématiser pour que tout le monde comprenne bien. En règle générale, si un homme nous invite à dîner, nous, les femmes, on sait qu'il est consentant. Mais nous, si on accepte un dîner, on n'est pas forcément encore consentante. Est-ce que c'est de ça dont vous parlez ? À peu près, voilà, oui. C'est ça. D'accord. Je suis assez d'accord avec vous, oui. Je dirais du point de vue de l'homme. Mais c'est pas parce que nous, femmes, on accepte un dîner qu'on est obligé aussi d'accepter plus. Oui, bien sûr, mais ça montre quand même qu'il y a une asymétrie terrible dans cette relation, et toujours pareil, une relation hétéro homme-femme, là. Parce qu'il y a aussi du consentement entre deux hommes, entre deux femmes. Mais c'est quand même étonnant. Est-ce que je n'ai jamais entendu un homme qui vienne se plaindre en disant « Elle m'a fait ça », je n'étais pas consentant. Personnellement, je ne l'ai pas entendu. Alors, il y a des hommes qui se font abuser, mais par d'autres hommes, oui. Oui, oui. C'est encore différent. Je connais ça dans des histoires de violence. J'ai vu des couples dans lesquels, en matière de sexualité, c'est vrai que, en tout cas, moi, je l'ai pas entendu, et c'est vrai que c'est fortement asymétrique, et ça pose un problème quand même. Pourquoi y aurait-il toujours c'est donc par rapport à la pénétration. Mais non, c'est par rapport à la différence entre la pulsion et le désir. Vous êtes quand même beaucoup plus dans la pulsion que nous. Nous, on est dans le désir. Pour être dans le désir, il faut nous séduire, il faut... Alors les hommes vont appeler ça le désir aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver un autre nom pour cette pulsion masculine. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cette asymétrie et de ces différences hommes-femmes qui ne sont jamais suffisamment évoquées. Oui, mais cela dit, moi qui ai connu quand même beaucoup d'hommes qui m'ont dit qu'il y a des femmes qui se sont jetées sur leur braguette avec un peu de... Ça vous est certainement arrivé, Philippe. Oui, et bon. C'est vrai qu'un homme a du mal à dire c'est vraiment insupportable. Mais pourtant, c'est pareil, c'est une violation. Ça vous est peut-être arrivé aussi, Frédéric, j'imagine. Oui, mais ça m'a pas gêné à ce moment-là. J'étais plutôt pour. Oui, c'est la différence. Attention, quand on parlait moi je parlais de relations de couple, on va dire normales, où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas par rapport à un partenaire ou une partenaire, on va dire, je parlais de relations normales. Après, on part dans d'autres relations où, bien sûr, le viol entre mari et femme, ça existe et tout. Ça, après, c'est d'autres choses. Et je serais tenté à dire que on pourrait remplacer entre l'envie, la pulsion et le besoin pour l'homme aussi. Au niveau d'avoir un rapport sexuel. Mais voyez Frédéric, je crois qu'on est tous les trois d'accord, mais ça montre bien que, encore une fois, il faut expliquer, il faut informer, il faut éduquer les jeunes hommes et les jeunes femmes pour qu'on comprenne bien que c'est pas pareil. Et moi, je ne cesse de répéter aux jeunes filles, ne montez pas dans la chambre d'un jeune homme si vous n'avez pas envie de flirter, parce que pour lui, c'est presque oui déjà. Comme vous avez parlé tout à l'heure, le dernier café, en général, c'est acté dans la tête d'un homme, ça veut dire oui.
Alors, la femme, après je comprends le principe, si la femme ne veut pas, attention, je respecte ça, et je l'ai déjà respecté, ça m'est arrivé aussi, mais il est vrai qu'il y a des comportements féminins qui sont pas, alors c'est peut-être d'un point de vue masculin, mais qui ne sont pas logiques dans un sens. Bien sûr, et il y a des femmes qui ont besoin d'allumer les mecs parce qu'elles ont besoin de se prouver qu'elles sont séduisantes, et puis elles s'étonnent après que l'homme... mais oui, bien sûr. C'est vrai aussi, Frédéric, ce que vous disiez, c'est ça, telle chose veut dire oui. On devrait parler au passé. Voulait dire oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un changement des relations, enfin de la nature des relations, pour qu'elles soient plus, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'égal à égal. Et c'est vrai qu'auparavant, c'était asymétrique avec le fait que, effectivement, ça c'était déjà un oui. Peut-être c'est du passé, ça va devenir plus compliqué. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des hommes d'une autre génération actuelle, les choses seront pas implicites, elles vont devoir être explicitées et peut-être beaucoup plus difficilement compréhensibles parce qu'on a deux langages différents. Oui. Alors, excusez-moi, juste pour rebondir là-dessus. Excusez-moi. Par rapport à une chose, parce que bon, après, j'ai des petits-enfants, donc en bas âge et autres, mais j'interviens pas. Là, on va parler au niveau scolaire. Alors peut-être qu'au lieu de vouloir leur apprendre, je sais pas si je dis les bons termes, mais le type, le genre, et leur faire partir sur leur relation qu'ils auront plus tard, est-ce qu'on ne devrait pas est-ce que l'éducation nationale n'aurait peut-être pas dû prévoir des programmes plus axés, parce que j'entends un peu tout et rien, des parents qui sont choqués de ce que les enfants apprennent sur quand ils arrivent en primaire, ce qu'on leur apprend, qu'ils n'ont pas ces notions-là, est-ce que déjà on ne devrait pas commencer par là, à leur apprendre à se respecter soi-même, à se connaître soi-même, avant de partir dans des relations différentes, je veux dire, pas dans le classicisme et comment dire, hétérosexuel, voilà, qui peut arriver plus tard, mais ça se déclare vers l'adolescence en général. Oui, vous avez raison, il y a une sorte de confusion des messages qui est compliquée, parce qu'on a l'impression que et notamment beaucoup d'enseignants et l'éducation nationale tout simplement, sait pas quoi faire, a peur de pas bien faire, et comme vous disiez, apprendre le triple genre. Bah non, il y a en très grande majorité, à 90%, les gens, j'ose le dire, sont hétérosexuels. Et ensuite, nous sommes dans une période, et c'est là le grand progrès qu'on a depuis une 50aine d'années, d'arriver à permettre que tout le monde se sente bien dans l'orientation sexuelle et ainsi de suite. Mais il n'y a pas besoin de faire du militantisme. Et actuellement, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont pour majorité hétérosexuels, et c'est vrai que quand on est dans des classes avec des enfants qui sont jeunes, qui sont pas encore construits, c'est très compliqué de leur donner des tas de repères dans lesquels ils ne comprendront pas trop où il faut se situer. Vous voyez, c'est un discours qui doit déplaire beaucoup, parce qu'aujourd'hui on n'ose pas parler comme ça, mais c'est une réalité. La réalité, elle est là. Eh oui, et on continue à parler vrai, au moins sur Sud Radio. Merci beaucoup Frédéric. On va donner la parole à Christophe aussi dans un instant. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Bruno est avec nous et nous évoquons le consentement et on vous demande évidemment de réagir sur ce terme qui est évidemment aujourd'hui nécessaire vu comment les relations entre les hommes et les femmes sont tendues. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Merci de réagir. Allez-y. Déjà, je vous ai entendu parler tout à l'heure. On va commencer déjà par le plus jeune âge. Je pense que les enfants, faut les laisser être des enfants. Donc, comme disait tout à l'heure votre collègue qui était à côté de vous, déjà leur apprendre à se respecter soi-même et à respecter son corps. C'est-à-dire que la découverte du corps, déjà qu'ils apprennent à découvrir leur propre corps avant de découvrir déjà le corps de l'autre. Déjà, ce serait déjà pas mal. Et je pense que les orientations sexuelles, ça vient beaucoup plus tard, quoi. Quand ils sont tout petits comme ça, faut les laisser tranquilles. Avant, ça n'existait pas et on n'avait pas autant de problèmes. Bien sûr. Pourquoi tout de suite, leur dire vous êtes de telle, vous êtes de telle, orientation sexuelle, de tel truc. Ils savent même pas ce que c'est. Je veux dire, à cet âge-là, ils savent même pas. Ils ont honte. Ils savent même pas ce que c'est. C'est copains-copines. Quand il y a des copains ou des copines qui viennent à la maison, ils savent pas ce que c'est. C'est le moment où justement ils font un geste déplacé. Qu'on leur explique ce que c'est, qu'il faut pas le faire. Mais sinon, jusqu'à maintenant, ils sont innocents à cet âge-là. Donc, faudrait peut-être déjà les laisser tranquilles et apprendre déjà sur leur propre corps à eux-mêmes.
avant d'apprendre sur l'autre. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Après, quand on devient grand, malheureusement, oui, comme disait tout à l'heure, excusez-moi, j'ai pas retenu tous les prénoms, excusez-moi, de tous les personnes qui sont sur votre plateau. Oui, on parle différemment, c'est-à-dire on comprend les choses différemment. C'est-à-dire que pour un homme, des fois, un non, s'il n'est pas expliqué comme il faut, c'est pas forcément un non. Enfin, je sais pas comment dire ça. Enfin, je veux pas dire qu'un non, c'est pas. Surtout que les femmes ne disent pas toujours non très clairement. Chez certaines femmes, voilà, elles disent non. Mais elle continue à recevoir les compliments, elle continue d'accepter de nous voir, elle continue de faire des sourires. Alors je dis pas qu'il faut pas être aimable tout ça, mais des fois c'est pas évident, c'est compliqué. Vous savez, moi je suis du sud de la France, dans le sud-ouest. On disait souvent, enfin c'est un proverbe, que le non ne valait que c'était à la troisième fois, un premier non, un deuxième non, et il allait bien y avoir un oui derrière. Après de ma petite expérience d'homme, j'ai que 44 ans, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est déjà arrivé qu'il y a certaines femmes qui vous disent non, que vous ayez en tant qu'ami, mais qu'après la relation évolue. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué d'arriver à décrypter tout ça. Et maintenant, avec tous les réseaux de rencontres qu'il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes maintenant qui envoient des nudes sans pour autant qu'on ait demandé quoi que ce soit. D'un côté comme de l'autre. Hein. Attention, je suis pas en train de faire du sexisme ou quoi que ce soit ou de déclarer en combat. Je suis pas du tout dans ce sens-là. Mais c'est déjà arrivé que des fois, moi-même, je reçois des nudes de certaines femmes alors que j'ai rien demandé. Donc on parle du consentement de la femme, mais on parle pas du consentement de l'homme, parce que certains hommes aussi se sentent piégés parfois. Oui. et ça, on n'en parle pas. Donc je veux bien, il n'y a pas de souci, je comprends, mais voilà. Après, pareil, c'est pas parce qu'une femme accepte d'aller au restaurant ou de boire un café que forcément il va se passer quelque chose derrière. Après, bien entendu, en tant qu'homme... Mais le problème, vous voyez, Christophe, moi c'est pour ça que je le dis franchement, j'ose le dire, je suis contre ce terme de consentement, parce que je pense qu'on va arriver à des relations totalement factuelles. Moi, je suis désolée, quand j'accepte de prendre un café avec un homme, c'est juste pour découvrir s'il m'intéresse, si éventuellement j'ai envie de quelque chose de plus, et puis voilà, si j'accepte d'aller... Vous voyez, si elle accepte un deuxième café ou un autre rendez-vous, c'est que quelque part, c'est bon signe. C'est bon signe. Généralement, c'est bon signe. Eh bien, on est d'accord. On est d'accord. Ça m'est déjà arrivé, comme je vous dis, d'accepter de voir la personne 3-4 fois, et pourtant qu'après elle me dise que c'est une amie, de continuer la relation en tant qu'amie, et que la relation elle évolue ou pas. Mais voilà, exactement. Et c'est pour ça que chacun le choix de dire stop et de dire ça m'intéresse. Mais ou c'est pas, ce qu'on appelle le rapport de séduction. On se mesure, on se séduit. Pas consentement ou quoi que ce soit. Bien sûr, si une personne, moi ça m'est déjà arrivé d'inviter des femmes à la maison et que il se passe rien du tout, que c'était juste en tout bien, tout honneur, et que c'était juste pour la découvrir et pour découvrir déjà la personne. Mais parce que vous respectez les femmes, et donc vous n'avez pas besoin de ce terme de consentement. Du moment après, je veux dire, tant que je vois pas les signaux, pour moi les signaux c'est un sourire, c'est qu'elle rigole à mes compliments, qu'on a les mêmes sujets de conversation. Je veux dire qu'on s'est dit plusieurs fois. Il y a plusieurs feux verts qu'il faut allumer quand même. C'est pas. Faut pas. Et puis moi je vais même aller plus loin. Si ça fait 3 fois qu'elle accepte de prendre un café, qu'elle est venue chez vous, si vous lui mettez la main sur l'épaule et qu'elle considère que vous la harcelez, moi je considère que c'est elle qui a tort, hein, c'est pas vous. Voilà. Donc il y a quand même des gestes. Alors il y a quand même des gestes. Voilà. Le problème c'est qu'on arrive. Alors c'est comme tout, on arrive à des extrêmes en fait. Donc du coup on sait plus. Même nous, en tant qu'hommes, comment se comporter. Et même certaines femmes le disent, elles ne savent plus comment se comporter. Parce que certaines, elles n'ont pas envie de passer pour des femmes, on va dire, entre guillemets, prudes, et d'autres, elles n'ont pas envie de passer pour des, excusez-moi l'expression, pour plus. Et je ne veux pas dire de gros mots à l'antenne. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est compliqué pour certaines femmes d'arriver à se positionner par rapport à tout ça. Mais oui. Philippe, je crois que vous voulez réagir. C'est très souvent gênant et embêtant. On n'a pas le droit d'avoir un juste milieu dans cette société et d'être... Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais ce qui est compliqué, c'est quand même pour beaucoup de femmes qui ne savent pas comment elles vont arriver à dire... Attendez, pardon. C'est peut-être qu'elles ne savent pas si elles veulent dire oui ou non, elles sont toujours dans une peur que ça aille trop loin et qu'elles ne l'aient pas voulu. J'ai tellement suivi de femmes comme ça en difficulté que j'ai trouvé un petit truc et que je peux donner à beaucoup de femmes qui peuvent écouter. Moi, je leur dis une chose qui est très simple, parce que la plupart des femmes, dans cette séquence de la séduction, elles peuvent avoir peur. Eh bien, je vais vous dire, c'est comme un tiroir. Le tiroir ne peut fonctionner que si la porte précédente est fermée. On ouvre un tiroir, mais on va refermer pour ouvrir le suivant. Eh bien, vous prenez un café. C'est l'histoire que raconte Brigitte tout à l'heure. Je prends un café.
ça ne m'intéresse pas trop. Je dis, écoutez, c'était avec plaisir, mais j'ai pas envie d'aller plus loin. Quand on a un petit peu peur, eh bien, on dit au revoir, et puis par texto, gentiment, je suis désolé, mais j'ai pas envie d'aller plus loin. C'est plus facile quand on n'a pas le courage, on n'arrive pas à le faire en face de la personne. Mais la fois suivante, si par exemple ça me plaît, eh bien oui, on peut se revoir. Alors on se revoit, c'est un café, on se revoit, c'est un repas, mais n'ayez pas peur pour toutes ces femmes, parce que vous pouvez prendre un repas et dire toujours pareil, je peux fermer le tiroir et pas en rouvrir un autre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous retrouver dans le lit de cet homme avec qui vous êtes en train de déjeuner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est vous qui savez où vous voulez arrêter. Philippe Breneau, oui, faut-il encore qu'elle sache, parce que moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des femmes qui vont presque se sentir obligées d'avoir une relation sexuelle parce qu'elles ont été invitées à dîner, et puis ensuite, elles se sentent réellement abusées, alors qu'en fait, elles n'ont pas su dire non, et c'est vraiment c'est vraiment un vrai problème. Souvent, d'ailleurs, ce que vous disiez, c'est le problème de la dette. C'est-à-dire que j'ai l'impression de lui devoir quelque chose. En plus, il m'a offert un repas à tant d'euros. Mais c'est très vrai. Et elle s'est sentie sacrifiée, et le lendemain, elle se sent abusée. Donc on doit vraiment expliquer aux femmes qu'elles ont le droit de dire non. Elles sont pas obligées d'accepter quelque chose qu'elles n'ont pas envie. Conseil à mais faut-il qu'elles soient claires avec leurs désirs et leurs envies. Mais encore un conseil à l'éducation nationale, il faudrait c'est un apprentissage, ça. Il faudrait pratiquement faire des ateliers pour apprendre à dire non dans des étapes comme ça, parce que ça se passe toujours comme ça. Eh oui. Bon, en tout cas, merci Christophe, et on a entendu votre colère, et elle est bien, elle est tout à fait bienvenue. Vous avez le droit de vous exprimer sur Sud Radio. On reste le petit village gaulois. Allez, on se retrouve dans un instant. Tiens, justement, on va parler du plaisir féminin dans ce Sexo Conseil. Demain, avec Jean-Charles Bouchou, nous abordons la question de la lutte de pouvoir dans les couples. Comment s'affirmer sans... HDPE, magasin participant et modalités sur bricorama.fr. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Philippe Breneau, dans ce Sexo Conseil, on va parler de l'augmentation du plaisir au féminin. J'ai trouvé quelques petits trucs qui marchent. Par exemple, quand on distille un parfum avant les ébats, c'est quelque chose qui peut nous motiver un petit peu, nous les femmes, justement parce qu'on prend soin de notre corps. Par exemple, ça peut être un peu d'huile essentielle, quelques gouttes sur l'oreiller d'huile essentielle, par exemple. Ou alors sous les aisselles. C'est un endroit très... Formidable. Surtout s'il nous reste quelques petits poils, ça maintient bien l'odeur. On peut aussi penser à prendre un bain ou une douche avant le rapport, et le pommeau de douche peut nous préparer un petit peu avant un rapport sexuel, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, onduler ou assouplir un peu le bassin. Ça peut provoquer aussi une réceptivité plus grande pour le futur plaisir. Alors évidemment, pour les plus expertes, on peut jouer avec des boules de geisha de manière à être un peu plus à l'aise avec son vagin, et donc être plus prête à être bien pénétrée. On peut aussi s'inventer une petite scène torride dans son esprit, et faire fonctionner son imaginaire. Ça développe de l'érotisme. Et puis bien sûr, on peut bander ses yeux ou mettre des menottes pour se sentir un peu plus soumise. Et enfin bref, il faut un peu bousculer nos habitudes, tout simplement. C'est la préparation à l'amour. Eh oui. Mais c'est des petits trucs, mais je vous assure que ça marche. C'est un love conseil. Il y a beaucoup d'auditrices qui doivent l'avoir écouté, et elles vont le mettre en jeu ce soir. On verra. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Delphine. Donc, vous êtes trans, Delphine, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, je pense que vous devez être assez à l'aise avec le consentement, peut-être, parce que au fond, vous avez démarré votre vie en tant que garçon. Oui, tout à fait. J'ai commencé ma vie en tant que garçon, et oui, évidemment, je suis relativement à l'aise avec le consentement. Non, mais c'est intéressant. Ça montre bien qu'il y a aussi le rôle des mères et des parents qui comptent dans le fait que les filles se respectent mieux.
Oui, puis comme vous dites, ça fait penser à l'histoire de Tirésias. Vous le savez, les trans font penser à cela. C'est-à-dire que vous connaissez l'histoire dans l'Antiquité où Tirésias avait été à la fois garçon, puis avait été fille, puis était revenu, et on lui demandait qu'est-ce qui jouit le plus. Bon, alors vous avez un secret, vous savez les deux positions et vous pouvez plus en parler peut-être que d'autres. Et c'est vrai que c'est très intéressant qu'aujourd'hui la transidentité puisse être comment dire, c'est pas reconnu, soit libre d'être vécu, pour pouvoir justement en parler et témoigner. Vous êtes mieux intégré en tant qu'individu, je pense, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, Delphine ? C'est compliqué encore. Oui, bien sûr. C'est encore très compliqué. Mais après, évidemment, moi je pense que le consentement, c'est quand même primordial pour obtenir, si je puis dire comme ça, mais ce qu'on veut en fait de l'autre personne, quoi, tout simplement. C'est important, d'avoir son accord. Sans ça, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Après, la personne est quand même beaucoup plus relâchée, beaucoup plus décontractée quand elle est consentante que lorsque elle fait ça de façon un peu imposée, quoi. Non, mais on n'a pas à faire ça de manière un peu imposée, de toute façon, Delphine. C'est toute la difficulté. Le problème, c'est que vous, visiblement, vous avez certainement, de par votre parcours, parce que c'est un parcours compliqué quand même, c'est un parcours où il faut s'affirmer, il faut d'abord se comprendre, et puis ensuite savoir s'affirmer, faire ses choix, etc. Je pense que forcément, vous êtes assez capable à poser vos limites, et donc la question du consentement au fond ne doit pas vraiment se poser. Quand quelqu'un vient un petit peu vous marcher sur les pieds, vous le remettez tout de suite à sa place. Ah complètement, bien sûr. Ah oui, aujourd'hui, alors autant en tant que dans mon ancienne vie, ma vie d'homme, j'étais quelqu'un d'un peu introverti, un peu réservé. Autant aujourd'hui, je suis réellement moi. Et je m'impose effectivement quand il y a quelque chose qui ne me convient pas ou qui ne me plaît pas, je m'impose, je le dis, je le fais savoir, évidemment. Et de même que quand quelque chose me plaît, forcément je le fais aussi savoir. Donc je suis beaucoup mieux aujourd'hui, ouais, bien sûr. Mais parce que j'entends dans votre manière de vous exprimer, parce que c'est pas pareil, ce serait pas une généralité pour toutes les personnes trans. Mais j'entends dans votre manière de vous exprimer que vous avez fait un parcours, de toute façon difficile, parce que le parcours d'une trans est un parcours difficile, mais vous l'avez fait, vous l'avez assumé, et aujourd'hui vous êtes épanoui à l'arrivée de ce parcours. Donc forcément, vous vous respectez. Vous voyez, et c'est le problème de beaucoup de femmes qui n'ont jamais su se créer. Vous savez, j'aime bien jouer sur le mot. Elles ont peut-être procréé, mais elles ne se sont pas créées. Et c'est ces femmes qui ne se sont pas créées, qui ont du mal à se faire respecter et qui ont donc besoin de ce terme de consentement pour se sentir protégées par la société. Tout à fait. Après, je pense que pour beaucoup de personnes, alors cisgenres, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui sont nées dans le bon corps, qui sont en adéquation, leur corps et leur tête sont en adéquation. En fait, la question du genre ne s'est pas posée. Ils sont nés hommes ou ils sont nés femmes, et puis voilà, donc c'est comme ça, il y a pas de souci. Or, pour nous, personnes trans, cette question de genre s'est posée pour beaucoup de personnes très tôt. Moi, pour ma part, aussi loin que je remonte, ça a dû se poser aux alentours de 5-6 ans déjà, où je commençais à poser des questions sur mon corps. Bien sûr. Et donc, quelque part, même si la transidentité, la transition s'est imposée à moi, j'ai quand même choisi de devenir qui j'étais, d'assumer qui j'étais. Donc fatalement, je suis beaucoup plus à l'aise avec tout ça, et une personne trans qui va s'assumer sera forcément beaucoup plus à l'aise que une femme cisgenre ou un homme cisgenre qui au final ne s'est jamais posé de questions sur son identité de genre, quoi. Oui, c'est très vrai ce que vous dites, c'est que la très grande majorité des personnes, parce que c'est une grande majorité qui est cisgenre,
La question ne se pose pas. Donc ils ne savent pas très bien d'ailleurs de quoi il s'agit. Ça leur paraît très bizarre. Mais lorsque vous parlez du consentement, vous êtes vraiment confronté et vous avez des difficultés pour vous trouver confronté à ne pas consentir, par exemple, parce que le consentement, s'il est positif, de la même façon, on l'évoque pas de la même façon. Ça vous arrive d'être avec des difficultés à dire le consentement? Vous disiez tout à l'heure, vous répondiez à Brigitte que si j'y arrive, je peux dire ce que je veux ou ce que je veux pas. Oui, je vais pas vous dire que c'est quotidien, mais pas loin. Sur les réseaux sociaux notamment, ou quand quand les gens voient effectivement que j'ai fait une transition, alors il y a quand même beaucoup de bienveillance, je vais pas vous mentir, mais il y a aussi pas mal de personnes qui vont dire mais ouais, t'es malade, à supprimer, c'est des nuisibles, voilà. Ça, c'est aussi les propos malheureusement qu'on peut voir. Bien sûr. Alors. Je parlais surtout dans la rencontre intime. Vous avez des difficultés, oui. Vous pouvez faire peur parfois à certaines personnes, j'imagine. Quelqu'un qui. Le problème pour un homme hétéro, sortir avec une femme trans, alors bien que je sois reconnu même en plus par l'État, l'état civil et le tribunal, je suis reconnu comme femme aujourd'hui, je reste un ancien homme. Donc c'est perçu un peu comme de l'homosexualité. Alors pas du tout au final. Oui, c'est troublant. Oui. C'est forcément un peu troublant. Vous avez été opéré? Oui, tout à fait. D'accord, oui. Donc, non, oui, mais c'est juste que du coup, votre sexe d'homme n'est plus là. Oui, c'est pour ça que je faisais. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent, parce que ça, pour nous, entre nous, on comprend, mais peut-être. Oui, on comprend parce qu'on a souvent parlé à des personnes trans, à des gens qui étaient en transition, ou à des gens qui en rencontrent. Il y a aussi, par exemple, des hommes qui ont envie de rencontrer des trans aussi, de rencontrer une personne trans. Ou des femmes qui ont envie de rencontrer une personne trans. Mais le problème en général du fait des rencontres que vous faites, qui sont souvent maintenant par des réseaux, quand même la personne sait qui elle va rencontrer. Oui. Mais après il y a ce côté fantasme, bien sûr, oui, voilà. Où les gens, oui, il y a beaucoup d'hommes effectivement qui sont attirés par les personnes trans, mais pour autant vont pas s'assumer avec et vont pas assumer sortir dans la rue avec une personne trans ou aller au resto ou un ciné, quoi. Voilà, c'est vraiment. Mais ça, malheureusement, on est plus sexualisé. C'est pas facile. Oui, mais c'est un peu le cas pour toute personne qui sort un peu de la norme, quoi qu'on dise, même si la société est plus tolérante qu'avant, il y a quand même encore beaucoup de gens intolérants. Donc dès qu'on sort un peu de la norme, on est un tout petit peu intolérant. Où il y a aussi l'étrangeté, parce que comme vous dites, il y a des hommes par exemple. C'est même troublant, je pense. Voilà, pour certaines personnes. Un trouble. C'est-à-dire que moi j'ai souvent vu des patients, des hommes qui me disent je suis très attiré par les personnes trans. Mais quand ils s'y trouvent confrontés, parce qu'ils sont, comme vous l'avez bien dit, c'est un fantasme d'abord, et bien à ce moment-là, quelquefois ça peut être ce que évoque Brigitte, c'est troublant, c'est-à-dire que ils vont avoir une réaction qui est pas facile pour vous et qui peut être désagréable. Mais je parlais que dans l'intimité assumée, là il y a moins souvent le consentement qui est en cause, puisque c'est déjà décidé d'une certaine façon. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Mais ça reste encore un peu compliqué. Je vous cache pas. Mais oui. Je vous cache pas que ça reste encore compliqué. Moi, j'ai fait ma transition il y a un an. Il y a un peu plus d'un an même maintenant. Et pour le coup, je suis toujours célibataire. Et oui, mais c'est compliqué de faire des rencontres. Vous savez, mais on rencontre pas la femme ou l'homme de sa vie si rapidement que ça. Donc soyez patients. Soyez patiente et je pense que vous semblez quand même bien dans votre tête et maintenant bien dans votre corps. Donc il n'y a pas de raison que vous rencontriez pas quelqu'un. Et je pense que vous saurez bien sentir si c'est un homme qui vous aime pour ce que vous êtes et non pas pour la petite
Et fantaisie. non pas pour le fantasme, oui, bien sûr. Exactement. Ouais. Mais vous trouverez, vous Bien inquiétez pas, et vous serez heureuse m'inquiète pas. parce que il faut rencontrer des gens aussi qui ont bien compris qui vous étiez, hein, parce que Oui, il y a c'est ça. l'histoire personnelle, mais qui on est sur le moment, c'est autre chose, hein, c'est pas facile. Mais après, je sais que je connais beaucoup de filles qui ont fait des transitions et qui aujourd'hui mentent à leur partenaire, en fait. N'osent pas dire à leur partenaire. Oui, qu'elles mais là, sont, si on qu'elles sont des personnes trans. si on part sur un mensonge dans une relation intime, c'est un peu compliqué. Juste une question indiscrète, si vous n'avez pas envie de répondre, vous ne me répondez pas. Est-ce que vous avez une idée du fait que à 5-6 ans, vous vous sentiez pas bien dans votre peau de garçon? Alors, je me souviens plus ou moins que, évidemment, je m'endormais le soir en me disant, ce que j'ai entre les jambes, ça va disparaître demain. Et puis, fatalement, non. Et après, je me disais, peut-être qu'il y a la puberté, quand je serai un peu plus grande, je vais peut-être avoir la poitrine qui va pousser ou machin. Et en fait, rien de tout ça, puisque fatalement, j'étais un garçon. D'accord. Et donc vous aviez le fantasme que ça allait se transformer sans être obligé de puis passer. même une certitude, hein, c'est plus qu'un fantasme là, ce que vous racontez. C'était un désir, effectivement un espoir, de m'endormir. on va dire. Oui, un espoir de m'endormir le soir et de me réveiller le matin dans ce corps de fille qui était enfermé au fond de moi. Quoi. Mmh. Merci en tout cas de votre réponse. Merci Delphine. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous voulez 11h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec cette question du consentement avec Philippe Renaud qui est avec nous et merci Philippe de tout ce que vous dites pour bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent quelle est la société dans laquelle on baigne aujourd'hui, puisque on voit bien que la société évolue avec sa culture, avec les nouvelles générations. Ophélie, merci d'être avec nous. Merci de me prendre à l'antenne. Bonjour Philippe, bonjour Brigitte. Allez-y, je vous en prie, on vous écoute. Vous voulez parler de votre parcours, allez-y. Hein. Voilà, tout à fait, effectivement. Moi, j'ai mal commencé, que j'ai subi un viol à l'âge de 13 ans. Donc, dans l'incapacité, on va dire plutôt physique, de pouvoir dire non. Voilà. C'était avec un proche ou un étranger? Enfin, quand je dis étranger, un inconnu. Non, justement, à l'époque, je flirtais avec ce jeune homme, mais bon, voilà. Il a pris plus que je ne voulais lui offrir. D'accord, voilà. d'accord. Donc il était beaucoup plus âgé que vous? Je crois qu'on avait 2 ans de différence. Bon, c'est pas très différent, oui. Ok. Donc il avait 15 ans et vous 13. Oui, tout à fait. J'allais avoir 14 ans, quelques jours, à quelques jours près. Oui. Voilà. Mais vous ne désiriez pas? C'est un viol. Et vous avez pas osé dire non? En fait, il m'avait embrassé tellement goulûment et on va dire un peu... il avait beaucoup de force et maintenu, donc dans la capacité de vraiment bouger. Voilà, donc je n'ai pas eu de réflexe, on va dire, genre de le mordre ou de le taper. Alors le bon réflexe, je le dis pour vous, pas pour vous bien sûr, mais je le dis pour les mères qui écoutent et qui elles peuvent le donner à leur fille. C'est un coup de genou dans les couilles. Hein. Alors, mais justement, c'était compliqué parce qu'il avait une telle maîtrise contre moi que j'étais immobilisée. D'accord, vous aviez les jambes, Voilà, il avait une force, assez conséquente et c'était compliqué. En tout cas, c'est un viol, il n'y a pas de doute là-dessus, Ophélie. Oui, tout à fait. Bon, voilà, maintenant c'est du passé. J'ai vraiment été au-delà. Après, c'est vrai qu'au courant de mon adolescence, vivant des petites histoires décevantes, je disais régulièrement il y en a marre des hommes, la prochaine, ça sera une femme. Et je répétais tout le temps ça, de façon typique après chaque rupture. Et donc, c'était sûrement... mon inconscient qui parlait, puisque il y a quelques années à peine, j'ai bien constaté et réalisé que j'étais bi en fait. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Et au fur et à mesure, malheureusement, j'ai eu des ruptures assez chaotiques, des situations assez chaotiques.
Et donc, il a fallu que je prenne vraiment confiance en moi. Et on va dire que depuis que j'ai une confiance en moi, j'ai vraiment changé mon mode de vie. Je suis devenue libertine. Et je me rends compte qu'au final, en étant libertine, je tombe sur des gens respectueux. Voilà. Oui. Bien plus respectueux que... Enfin, en tout cas, en principe, dans les milieux libertins, oui, les hommes, si on dit non, ils vont voir une autre, donc ils sont pas... Mais ce que je voudrais comprendre, Ophélie, votre viol, vous l'avez... Vous avez porté plainte, vous avez été entendue. Rien du tout. Parce que je crois. Je garder ça pour moi. Oui, je crois qu'il n'y a pas eu un travail de fait finalement là-dessus, parce que je pense quand même que tout ce que vous avez traversé, toutes ces relations qui n'ont pas été bonnes pour vous. Moi, je pense quand même que, parce que maintenant j'entends bien que vous êtes libertine, vous dites que vous êtes bi. Je trouve que ça serait intéressant que vous fassiez un petit travail pour bien être sûr qu'il n'y a pas des comportements sexuels qui sont dus encore à des blessures et que vous soyez peut-être plus libre réellement de vos choix. Alors, peut-être pas forcément, parce qu'effectivement, j'ai toujours, malgré mes couples, mes vies de couple, on va dire, eu cette attirance vers la liberté de faire vraiment ce que je veux. Et je suis quelqu'un qui prône la liberté. Je ne conçois vraiment plus, et je pense que j'ai voulu suivre, ressembler aux autres en vivant en couple. Et moi, personnellement, je reste convaincue que, et j'ai toujours dit après mes ruptures, qu'est-ce que je suis bien seule, qu'est-ce que je suis bien seule, et voilà. Et je me dis, non, vraiment, je suis vraiment libre, j'aime ma liberté, libre de faire ce que je veux, avec qui je veux, comme je veux. Écoutez, Ophélie, je vous entends très très bien, et peut-être même mieux encore que vous ne l'imaginez. Mais je peux quand même vous dire que lorsqu'on veut être libre et très indépendante, c'est souvent pour pallier des blessures, hein. Oui, sûrement. Voilà, oui. c'est juste ça que je vous dis. Après, vous avez l'air d'être bien dans votre vie et dans votre peau. Je suis pas du tout en train de dire qu'il y a urgence pour aller travailler, hein, sur vous-même. Mais je pense que vous gagnerez à peut-être encore plus de liberté, justement. Voilà, c'est le message que je vous donne, mais vous en faites ce que vous voulez. Mais encore une fois, nos blessures, on ne les guérit pas. Alors après, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez choisi un comportement de vie qui vous permet de bien les gérer, vos blessures. Mais parfois, c'est pas mal quand même de les analyser profondément pour ne pas passer à côté d'une histoire. Voilà. Alors, je vous avoue que récemment, j'ai rencontré quelqu'un. Et j'avoue que cette rencontre, qui mènera à rien, on est d'accord, hein, clairement, mais l'appréhension a été là. Je me suis sentie bizarre, voilà, parce que quelqu'un, voilà, avec qui on va dire un feeling passé et tout, et très respectueux aussi. Voilà, je voudrais bien, me proposant de boire un café, me disant qu'il n'y avait rien qui pressait, que c'était pas une obligation. On en revient au café, hein, décidément. Oui, c'est essentiel dans la séduction. Voilà, donc c'était pour étayer un peu ce que vous avez dit un peu tout à l'heure. Donc on a envie de dire au café, il vient boire le café et tout, et c'est vrai que j'avais, voilà. Mais je me suis retrouvée un peu en stress, un peu en panique dans la situation, alors que voilà, j'avais vraiment envie d'aller plus ou moins plus loin. Mais pourquoi vous dites que ça mènera à rien ? Parce que il a une vie, voilà. Parce que, pardon. Il a une vie, mais une vie, ça peut changer une vie, hein. Oui, bien sûr. Oui, mais et puis si vous étiez mal à l'aise, est-ce que c'était pas parce que justement il y avait de l'émotion, peut-être des sentiments, il y a quelque chose qui se passait en vous? Il y avait un truc, je trouvais qu'il y avait un truc qui passait vraiment entre nous. Oui. Et c'est vrai qu'en discutant, voilà. Et puis au bout d'un moment, il me dit quelle est l'issue de ce café au final? Il me dit par contre, je viens en n'ayant aucune. Voilà, je posais la question juste comme ça, mais sache que on boit un café, je repars, ça me va très bien. On s'embrasse, je repars, ça me va très bien. On va plus loin, c'est toi qui vois. Mais voilà.
il a posé le cadre et j'ai trouvé ça, voilà, très voilà, c'était oui, c'est très respectueux et tout. Et c'est vrai que ça m'a, depuis le début qu'on se voit, voilà, il y a ce côté très respectueux, beaucoup d'humour, puis il a un charme, voilà, qui me laisse pas indifférente non plus, quoi. Donc, très respectueux, voilà. Mais d'une certaine façon, il vous dit, écoute, voilà, tu me plais. Ça te va, tu me plais, voilà. Mais voilà. Pas plus loin, pas plus. Voilà. Et vous êtes attiré. Mais enfin, il vous donne. La balle est dans votre camp quand même. Il vous dit, si vous voulez aller plus loin, moi je suis OK. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, mais au moins, le cadre était posé. Oui. Et voilà. Et c'est peut-être à vous d'oser maintenant. Vous savez, moi je dis souvent, il faut rien s'obliger, mais rien s'interdire. Alors il y a le problème du consentement, mais de l'autre côté, c'est vous qui pouvez faire quelque chose, et c'est peut-être lui qui sera obligé de dire s'il consent ou non à là où vous voulez l'emmener. C'est à vous de savoir où vous voulez l'emmener et oser lui dire. Après, on est allé là où je voulais qu'on aille, c'est pas le problème. Mais après, voilà, moi, c'est vrai que j'ai mes partenaires réguliers et partenaires amis régulières. Bon, ça me va. J'aime la diversité, j'aime ce que chacun ou chacune m'apporte. Voilà, je trouve en chacun des choses différentes et ça me va, ça m'apporte une complémentarité. Vous savez, je crois, Ophélie, on oublie toujours une chose tellement essentielle, c'est quand même à travers nos relations amoureuses et sexuelles qu'on se construit. Hein. Ouais. Et je crois que vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train de devenir femme, tout simplement. Vous avez quel âge aujourd'hui ? Je vais faire 47 ans. Ah, bah vous avez une voix beaucoup plus jeune. Oui, beaucoup plus jeune. Ah, merci, on me dit souvent. C'est pas qu'une voix, c'est une personnalité qui paraît plus jeune, oui. Oui, alors, je suis assez paradoxale parce que bien souvent, certains me disent, oui, que je suis très jeune et que j'ai même des fois, parce que j'ai mes petits délires, une vraie gamine. Et à côté de ça, quand je parle de mon vécu ou que on voit ma façon de vivre ou des choses comme ça, on me dit que j'ai limite 80 ans. Donc, c'est assez rigolo, quoi. Ben, l'expérience, oui, une expérience de femme. Et encore, vous êtes encore dans l'envie, et puis c'est pour ça que vous avez, on vous trouve jeune, mais c'est bien, il faut rester dans l'envie, même à 80, on peut être dans l'envie encore, et c'est tout ce que je vous souhaite. Oui, moi je prends 80, et puis vous enlevez 80, et vous enlevez 4, et ça fait 20 ans. Oui, mais après je vous le confirme, parce que j'ai eu... à l'époque où j'avais encore ce côté sérieux, j'ai eu une relation avec un monsieur qui avait 90 ans et je peux vous dire que cette relation me plaisait beaucoup. Bien sûr. Mine de rien. Voilà. Bon. Donc, j'estime que s'il avait envie à 90 ans, pourquoi pas moi. Mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci en tout cas, merci beaucoup Ophélie de votre témoignage. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour et c'est bien hein, ce que disait ce jeune homme. Ce jeune homme, c'était peut-être pas un jeune homme, mais à Ophélie. Hein, au moins, c'était une proposition ouverte qui permettait à la femme de disposer ou non. Hein. Oui, avec le fait que se protégeait quand même pas mal en disant voilà, moi c'est pas plus, mais si il disait qu'il serait ravi d'être plus. Je crois qu'on sait. Écoutez, je sais pas. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir témoigné. Merci beaucoup Philippe Breneau, comme d'habitude. Avec plaisir. Je crois que vous avez donné beaucoup d'informations et celle que je retiens, c'est de rester d'égal à égal. Hein. Ça va, vous vous êtes senti égal Je commence à me sentir égal avec vous, Brigitte, mais c'est pas facile. Que vous pensiez ne pas être égal avec moi. Ben oui, mais vous savez que je vous dois beaucoup. Vous m'avez beaucoup appris de choses. Vous m'avez conseillé beaucoup de livres, donc je vous dois beaucoup. Oui, mais vous m'apprenez aussi. Et donc je vous respecte en tant que maître. Voilà, on a une relation respectueuse parce qu'on s'apporte mutuellement, je pense, des choses différentes. Je crois que le secret pour toutes les auditrices et les auditeurs qui écoutent, c'est d'accepter les différences. Et on est valorisé, le secret de l'existence,
pas qu'à deux, hein, relationnel, c'est de vivre le plaisir des différences. Hein. Si tout le monde était uniforme, ça serait bien triste. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Ouais, absolument. On s'ennuierait. Merci beaucoup Philippe Breneau. Merci. Demain, nous serons avec Jean-Charles Bouchou. Est-ce que nous sommes tous possédés? C'est un peu le message qu'il a envie de nous envoyer, Jean-Charles Bouchou, parce qu'il travaille actuellement justement sur la question de la possession. Alors, on a envie de posséder les autres, on est parfois un peu possédé par la drogue. Enfin bref, on verra tous ces aspects de la possession avec lui. Tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Et puis, voilà. Merci à tous. Eh bien, avec à demain. plaisir. Sud Radio, votre avis fait la différence.